Alors, vous êtes allé... Ah, plutôt, quand êtes-vous allé à l'hôtel du Golfe à la fin de la crise? Vous vous souvenez du jour? Je crois 2 ou 3 jours, 2 jours après l'arrestation de M. le Président Gbagbo. D'accord. Comment avez-vous organisé votre venue? J'imagine que vous étiez en contact avec des responsables de l'hôtel du Golfe, qui vous ont dit de venir à tel jour, de telle manière, peut-être. D'abord, pardon, je vais commencer par vous poser une question plus simple. Est-ce que vous y êtes allé en tant que commandant de la gendarmerie ou en votre nom propre? 2 aspects. Comme je l'avais dit plus tôt, quand Monsieur le Président Alassane m'avait appelé me demandant de venir au Golfe, je lui avais répondu qu'en tant que commandant de la gendarmerie, je ne pouvais pas abandonner mes hommes pour venir au Golfe. Mais selon l'évolution des situations, je viendrai. Et comme les choses ont évolué, tel que vous l'avez constaté, je me suis rendu. Donc, comme commandant de la gendarmerie, c'est ce que vous nous dites. Affirmatif. Alors, qui était, maintenant je vous pose la question que je voulais vous poser tout à l'heure, qui étaient vos contacts pour au Golfe pour préparer cette visite, pour l'organiser? D'abord, pour le déplacement, je suis allé avec le commissaire Brindou, le directeur général de la police, sous escorte des forces onusiennes, le contingent togolais. D'accord. Alors, vous nous avez dit, on passe à un autre sujet. Lors de l'audience du 9 mars 2017, page 93 des transcrits français, lignes 21 à 26, des transcrits français édités. Et je vous cite. Des militaires issus des forces armées et des forces nouvelles ont attaqué l'escadron de gendarmerie situé à Yopougon et leur ont pris des armes. Fin de citation. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quand, si vous en souvenez, cette attaque de la gendarmerie du Yopougon a eu lieu? À quel moment? Encore une fois, excusez-moi pour la question des dates, mais le fait est réel. Les militaires des forces armées des forces nouvelles ont attaqué l'escadron de Yopougon et ont récupéré les armes. Après négociation, ils ont remis les armes. Nous avons voulu une cohésion. On a organisé un match de football et puis ça s'est arrêté là. D'accord. Alors, on change encore un peu de sujet. Lors de votre interrogatoire par les enquêteurs du bureau du procureur en 2011, je donne la référence, CIVOTP 0016 0301, c'était la page 0312, aux lignes 422 à 433. Vous avez évoqué l'attaque de la station thermique d'Azito, AZITO, à Yopougon par les FRCI. Et je vais lire le passage pertinent de votre déclaration. Je me tourne vers les interprètes qui me disent que tout va bien, donc j'y vais. Et je cite. Personne entendu. Où l'insécurité était grandissante. Ainsi, par exemple,
à chacun des grands postes, prenons par exemple Yopougon, la gendarmerie avait la garde de la station thermique d'Azito. Azito, cela est le couloir d'Abidjan. C'est là où tout se passe. Parce que si cette zone avait été atteinte, Abidjan était dans le noir. Et ça s'est passé comme actuel, je peux vous le confirmer. Notre mission est de protéger la station thermique d'Azito. Et donc j'avais pris soin, quand tout allait bien, de m'adresser aux différents commandants des FRCI pour dire les gendarmes qui sont à Azito ne sont pas en combat ou en guerre avec vous. Ils ont une mission de protéger ce centre thermique qui est vital pour la Côte d'Ivoire. Et vous continuez, je continue à citer, mais bon, ils nous ont attaqués. Fin de citation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'un peu plus précis que ce que vous aviez dit, parce que vous aviez parlé à ce moment-là d'impact. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur cette attaque contre la station d'Azito? D'abord, est-ce que vous savez quand elle a eu lieu? Encore une fois, toutes mes excuses pour la question des dates, mais cette attaque a eu lieu effectivement. Et les impacts étaient visibles sur quelques installations de la station d'Azito. Avec votre permission, la gendarmerie, dans sa mission, devait protéger de tous les temps, même hors le temps de crise, les points sensibles, comme l'antenne d'Abouboura et comme la station thermique d'Azito. Le lendemain matin, les ministres chargés de l'énergie et tous les opérateurs qui s'occupaient de cette station-là, on s'est rendus tous sur le site. On a constaté les impacts. Dieu merci, le cœur de la station thermique n'a pas été atteint. Et depuis lors, plus rien. D'accord. Alors, je vais vous montrer un document dont les références sont les suivantes. Alors, je m'adresse au greffier d'audience. CIV D15 0004 304 2347. C'est un article de journal daté du 7 mars 2011. Et c'est public. Alors, vous voyez l'article, monsieur le témoin? Oui. Alors, ce que je vais demander au greffier d'audience, parce que ça me semble un peu petit là, c'est peut-être d'élargir, d'agrandir suffisamment pour qu'on puisse lire, et puis de descendre tout doucement, de façon à ce que le témoin puisse lire l'article, et ensuite je lui poserai des questions sur l'article. Mais peut-être serait-il bon qu'il puisse le lire.
Donc, monsieur le témoin, vous le lisez tranquillement, prenez votre temps. Vous nous dites, hein, monsieur, quand vous avez fini de lire. Affirmatif, j'ai fini. Ah, d'accord. Alors, donc vous avez lu cet article. Il parle d'une attaque dans la nuit du vendredi 24 au samedi 5 février 2011 contre la centrale thermique d'Azito. Ma question, est-ce que vous faisiez à l'instant référence au même incident que celui qui est décrit dans l'article? Exactement. Your Honors. Monsieur MacDonald, Madame, Messieurs les juges, le président, Monsieur MacDonald, si c'est une date qui est précise, nous n'avons aucune objection à ce que l'on utilise des informations en source ouverte. Le président. C'est du journalisme, c'est un journal. On ne déduit pas de certitude du contenu. Monsieur MacDonald, nous nous comprenons alors. Le matériel de source ouverte, c'est utile pour mettre une date sur un événement. À cette fin-là, oui. Pour ce qui est du reste, alors là, vous avez parfaitement décrit la situation. Le président, très bien, je vous remercie. Maître Altit. Merci, monsieur le président. Bon, reprenons notre questionnaire, monsieur. Alors, il est dit dans l'article, et vous l'avez lu, je cite, « Le général de corps d'armée Édouard Tiapé Kassaraté, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, qui était également présent pour le constat, a condamné vigoureusement cette attaque. » Ma question, étiez-vous présent comme il est dit dans l'article? Affirmatif. Ce sont mes hommes qui surveillaient la station et qui ont été attaqués. J'étais sur le terrain. D'accord.
Alors, lors de votre interrogatoire par les enquêteurs du bureau du procureur, en 2011, vous avez parlé de la maca. Je vais vous poser une question, ne répondez pas tout de suite. Bon, alors vous avez parlé de la maca, vous vous souvenez? Il était question... Oh, je vais lire vos... Ce sera plus simple, je vais lire ce que vous avez dit. Donc la référence c'est CIVOTP 0016 0301, page 0312, ligne 436 à 439. Et je vais citer. Il a été demandé par l'état-major à la gendarmerie de renforcer, comme la police d'ailleurs, de renforcer la maca. La gendarmerie a envoyé des éléments, dont un char, à la maca, pour renforcer la protection de la maca. Donc on sait ce qui est arrivé par la suite quand les gens ont décroché à Maca. Voilà. Fin de citation. Ma question, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Pour plus de précision, la maca est collée pratiquement à la forêt du Banco, la grande forêt d'Abidjan. Et cette forêt-là était utilisée par le commando invisible pour faire des infiltrations sur Abidjan. Donc le général Mangou, pour empêcher que le commando invisible n'ouvre les portes de la maca et laisse s'échapper tous les malfrats qui y sont, a demandé qu'on envoie périodiquement un char pour renforcer les éléments qui étaient là. Quand le commando a déclenché une offensive, les militaires qui étaient là ont quitté les lieux. Voilà exactement ce qui s'est passé. Quand, vous venez de dire, quand le commando a déclenché une offensive. Alors, est-ce qu'il faut comprendre quand le commando invisible a déclenché une offensive contre la maca? C'est ça que vous dites? Affirmatif. Et contre les éléments qui étaient prépositionnés là pour empêcher leur progression sur Yopougon. D'accord. Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'ensuite, il y a eu une attaque du commando invisible contre la maca, et ils ont fini par arriver à leur fin, c'est-à-dire conquérir la maca, et ils ont ouvert les portes et les bandits se sont enfuis, c'est ça que vous nous dites? Oui. Bon, je vais vous montrer une vidéo, monsieur. Dont les références sont les suivantes. CIV D15 0001, c'est-à-dire 0001 0575. De 4 minutes 37 à 5 minutes. Ah, alors, j'apprends qu'on n'a pas notifié les transcrits, mais on peut les envoyer immédiatement aux interprètes qui font des grands gestes positifs. Donc nous le faisons tout de suite. Just to confirm it's public. Greffière d'Audronce, je voudrais confirmer que c'est de public. Je vous remercie.
Your Honor, can we find out at which tab of the... Monsieur Desmergents, peut-on savoir sous quel onglet on peut trouver la transcription? Là, j'ai dit à l'instant que la transcription n'avait pas été notifiée et que nous l'envoyions immédiatement aux enquêteurs, pardon, aux interprètes. Et à vous, naturellement. Alors on va vous montrer une vidéo, monsieur. On est en train de charger, de tout préparer. Ça va venir tout de suite. Are the interpreters ready? Le président, les interprètes sont-ils prêts? Très bien. Pour libérer certains de nos frères qui étaient à la MACA. Et de là, I would not like to be deaf at the... Le président, je préférerais ne pas finir sourd en fin de journée du procès. La greffière d'audience, il s'agit du pavé évidence 2. aujourd'hui, nous avons lancé l'offensive pour libérer certains de nos frères qui étaient à la MACA. Et de là, nous avons lancé l'opération sur Yopougon le même jour, en 24 heures. Nous avons nettoyé Yopougon à grande moitié. Il restait Nyangon. Mais c'est pas facile. Yopougon, c'est grand. Avec tous les miliciens. Mais nous l'avons fait. On a tout. Alors, vous avez vu la vidéo, monsieur? Enfin, plus exactement, l'extrait de la vidéo. Oui, maître. Est-ce que vous reconnaissez l'homme qui parle? Non. Non. Alors, si je vous rafraîchis la mémoire, est-ce que ça peut vous aider à le reconnaître? S'il vous plaît. Est-ce qu'il ne serait pas là, est-ce qu'il ne s'agirait pas là de IB? La photo n'était pas bien visible. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est qu'il confirme mes propos de l'offensive sur la MACA, afin de libérer les prisonniers et avancer sur Yopougon. Il a confirmé nos propos. D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce que vous savez, même de manière approximative, combien de prisonniers ont été libérés à l'occasion de cette attaque par le commando? Alors, c'était le commandant invisible, c'est ça, ce que vous nous dites? Affirmatif, c'est eux qui étaient à Bobogar. D'accord. Alors donc ma question, combien de prisonniers, à votre connaissance, ont-ils été libérés à l'occasion de cette attaque du commando invisible?
vraiment, je ne saurais vous donner les effectifs, puisque au quotidien, je ne connais pas l'effectif de la MACA. Mais ce qu'on savait, c'est que c'est une prison surpeuplée. D'accord. Alors, vous nous avez dit, lors de l'audience du 13 mars 2017, c'est-à-dire il y a quelques jours, à la page 78 des transcrits français, à la ligne 7. Comme je le disais, je vous cite, comme je le disais, on n'avait plus de gendarmes présents à Abobo Gare. Ils ont tous quitté les lieux. Bon, fin de citation, parce que ma question concerne le moment où ils ont quitté les lieux. Est-ce que vous vous souvenez à peu près quand? À partir de quand il n'y a plus de gendarmes? À partir de quand ils ont tous, pour reprendre votre formule, quitté les lieux? Encore une fois, excusez-moi, la question des dates, mais c'est quand on n'a pas réussi à déloger le commando invisible et que l'état-major, dont les éléments occupaient l'escadron, a décidé de quitter Aboboga pour replier vers le sud. Mes éléments aussi ont suivi le mouvement, donc ils ont quitté la caserne. Voilà à peu près ce que je peux dire. D'accord. En 2011, Excuse me. Président, excusez-moi. Pour l'enregistrement, à la ligne 22 en anglais, une fois encore, c'est la réponse. Parce qu'ici, ça donne l'impression que c'est la question qui continue. Je parle de la ligne 22, page 20. C'est le début de la réponse donnée par le témoin. Voilà, c'est corrigé. Merci. merci Monsieur le Président. Alors, Monsieur Cassaraté, en 2011, lorsque vous avez été interrogé par les enquêteurs du bureau du procureur, vous avez déclaré « C'est le document, ou plutôt la référence CIV OTP 0016 0204, page 0251, ligne 1685 à 1701. Ou même, je vais citer un petit peu avant, ligne 1678 à 1701. Et je cite, et c'est vous qui parlez, monsieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les zones où se sont déroulées les opérations militaires, enquêteur, oui. Vous continuez, personne entendu. On avait normalement nos unités qui n'y étaient pas pour la guerre. Enquêteur, oui. Personne entendu. Ce sont les brigades de gendarmerie. Enquêteur, oui. Personne entendu. Il y avait des brigades de gendarmerie à tout le pleu. C'était pas pour la guerre. Enquêteur, oui. Personne entendu. Il y avait des brigades de gendarmerie à Zouan-Ounian. C'était pas pour la guerre. Il y avait des brigades de gendarmerie à Bloléquin, à Guiglo, à Djouekoué et à Bangourou. Enquêteur, oui. Personne entendu. À Bangourou, c'est des brigades mixtes. Il y avait nos gendarmes. Enquêteur, oui. Personne entendu. Et ceux de nos frères à l'époque FAFN. Enquêteur, oui. Personne entendu. Et puis nous aussi. Donc cette ville n'était pas au combat. Mais là, quand les choses ont éclaté, nos unités étaient revenues.
Et puis toutes les brigades, on pouvait le vérifier physiquement, ont été détruites. La brigade de Tout-le-Pleu, il n'y a rien. La brigade de Blot-les-Quins, il n'y a rien. Les bâtiments ont été détruits. Le matériel a été emporté. Et les véhicules et les armes? Enquêteur, oui. Je vais continuer. Donc on ne s'arrête pas à la ligne 1701, mais plutôt 1710. Personne entendu. Tout a été emporté. Après, il y a des mots incompréhensibles. Mais en tout cas, enquêteur, oui. Donc, comme les opérations dépassent le niveau de la gendarmerie, enquêteur, oui, c'est donc l'armée qui s'est positionnée pour freiner l'avancée. Enquêteur, oui. Personne entendu. De ceux qu'on ne connaissait pas. Il y avait de tout là-dedans. Il y avait des miliciens. Bon, en tout cas, il y avait de tout. Alors, monsieur, vous vous souvenez avoir dit ça? À peu de mots près, oui, puisque les brigades de gendarmerie sont une répartition territoriale de ces unités-là pour accomplir les missions de gendarmerie que je vous ai décrites. Suite aux attaques, ces brigades-là n'existaient plus. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de brigade à Blot-les-Quins ni à Tout-le-Pleu, sauf les bâtiments. Suite aux attaques de qui? Vous savez, dans cette zone-là, il s'est passé beaucoup d'attaques. Tantôt des forces nouvelles, tantôt de milices de rebelles dirigés par M. Samboukari. Ouais, je suis précis avec ce nom-là, qui a fait beaucoup de guerres en Sierra Leone et qui s'est retrouvé là. Comment il y est venu, qui l'y a envoyé, je ne sais pas, mais toujours dit qu'il a opéré beaucoup de crimes dans cette zone-là. D'accord. Alors, vous avez dit, toujours aux enquêteurs du bureau du procureur, je vais donner la référence, CIVOTP 0016 0304, page 331, ligne 314. Alors j'attends qu'on me dise que c'est bon. On peut y aller? Ok. Alors, vous dites, à la ligne 314, monsieur, vous savez, dans cette zone à l'ouest, c'est une zone de conflit, des conflits récurrents liés à la terre. Liés à la terre entre les autochtones, les indigènes, les allochtones, et on avait même pu régler cette affaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, pour qu'on comprenne bien, ce que vous vouliez dire à ce moment-là? Vous parlez de conflits récurrents, donc je vous pose la question de savoir depuis quand et quelle est leur nature. Vous dites liés à la terre. Est-ce que vous pouvez nous dire plus
à propos de la nature des conflits. Et puis vous dites, entre les autochtones, les indigènes et les allochtones, qui sont ces personnes, qu'on a une idée, si vous voulez, sans rentrer dans qui fait quoi, enfin des personnes, mais qu'on sache quelle était la situation dans l'Ouest. Il y avait donc 3 groupes. Les autochtones et les populations qui sont nées là, qui vivent là, à qui appartiennent ces terres. Les allogènes, ce sont les autres frères ivoiriens, notamment le groupe Akan, qui s'est déplacé dans cette région pour la culture du cacao. Les allochtones, ce sont nos frères du Burkina Faso qui sont venus dans cette région-là à la recherche des terres. C'est une région riche en terre et en eau qui a donc attiré beaucoup de populations. Mais la terre n'étant pas illimitée, il a commencé à avoir de la surchauffe entre les différents groupes. Les autochtones opposés donc aux allochtones, à qui on attribue 1 mètre carré de terre. Le lendemain, ils en occupent 10. Cela a créé des problèmes. Et je vais plus loin avec votre permission. Vous avez la région de Diokwe. C'est la même région. Il y a une montagne qu'on appelle le mont Peko, P-E-K-O, où il y avait des frères burkinabés qui exploitaient cette terre-là pour le cacao. On n'a rien compris. Un de leurs chefs, qui s'appelle Ourémi, qui est aujourd'hui en prison, a transformé cette zone-là en ghetto et empêchant les autochtones d'y aller faire des cultures. Il y a perpétré beaucoup de massacres. Il a été arrêté par les FSI. Aujourd'hui, il est en prison. Voilà la situation. D'accord. Alors, monsieur, passons à un autre point. La composition des troupes ex-rebelles et d'après votre terminologie, force nouvelle, qui déferlent à Abidjan venant du nord à la fin de la crise. Ce que je voudrais savoir, c'est quelle était la composition de ces troupes, qui en faisait partie. Hier, dans votre interrogatoire, vous m'avez évoqué les noms des différents chefs de zone. Tout cela était là. Donc, tous les comzones dont on a parlé hier, à l'exception de ceux que vous nous avez dit avoir été, à l'époque de la crise, basés au Golfe, les autres sont descendus à la fin de la crise avec leurs troupes du nord au sud de la Côte d'Ivoire vers Abidjan. C'est ce que vous nous dites? Affirmatif. Progressant sur 3 directions. Direction centre, Boaké, Tébissou, Yamoussoukro, Abidjan. Agnibilokuru, Abengourou, Azopé, Abidjan. Danané, tout le play, Blolequin, Abidjan, avec des bifurcations sur San Pedro dans ma région. Sur ces 3 axes de progression, y a-t-il eu, à votre connaissance, des exactions qu'ont commises ces troupes ex-rebelles devenues FAFN contre les populations? N'ayant pas été témoin oculaire, mais ce que je peux vous dire avec précision, c'est que chez moi, à Tabou, il y a eu beaucoup d'exactions. Une trentaine de jeunes gens ont été fusillés publiquement devant les parents, en passant par le pillage et la destruction des biens.
Qui était le chef rebelle à ce moment-là, à Tabou? Actuellement, c'est le lieutenant Koulibaly qui est là-bas actuellement, mais il est venu un peu plus tard. Mais au moment de ce que j'ai décrit, j'étais toujours à Abidjan. Il y est encore. Donc je l'accuse de rien, mais il y est encore. D'accord. Parmi ces troupes venant du nord, y avait-il des dozos? Oui, il y avait des dozos. Les dozos qui étaient déjà dans le sud de la Côte d'Ivoire, alors que les zones d'évolution au plan culturel, c'est le nord, pour la protection de la faune et de la flore. Depuis 1998, on a tenté de les faire remonter dans les sphères. J'ai même participé à une mission aux côtés de l'ancien ministre Émile Bombé, qui vit encore, pour inviter les dozos à se replier dans le nord, qui est dans les zones de prédilection, et non pas dans le sud. On n'y a pas réussi. Et parmi ces mêmes troupes, y avait-il des personnes, des soldats venant de pays limitrophes de la Côte d'Ivoire? Vous savez, une rébellion, si on ne sait pas dans le temps, c'est quelques personnes qui évoluent en s'agglutinant, des personnes, au fur et à mesure de leur progression. Donc en venant du nord, c'est sûr, même si je n'ai pas vu, qu'il y avait des Burkinabés et des Maliens là-dedans. D'accord. Ces troupes rebelles qui descendent du nord au sud, à la fin de la crise, qui comportent donc et des dozos et des Burkinabés, au moins, d'après ce que vous venez de nous dire, étaient-elles bien armées? Comme je vous l'avais dit, ils se sont armés d'abord en venant du Burkina, puisque leur président avait été signalé à l'époque qu'ils s'entraînaient à Pau. Pau qui est dans le sud du Burkina Faso, à la frontière avec le Ghana. Donc ils s'est déjà armés depuis le Burkina. Ils sont revenus à les armements et ils se sont approvisionnés sur place. Et même le disent, les commentaires qu'on fait. Avez-vous été informé, en tant que commandant supérieur de la gendarmerie, d'un trafic d'armes au bénéfice des troupes ex-rebelles devenues FAFN pour contourner l'embargo décidé par les Nations Unies qui aurait eu lieu, disons, à partir du début de l'année 2010? J'ai eu la chance, par hasard, d'avoir lu un document de l'ONUCI sur ce que vous me dites là, à savoir le contournement de l'embargo. Ça y est, dans les tests de l'ONUCI, ils l'ont spécifié dans le rapport qu'ils ont dressé. Je ne l'ai pas sous la main. D'accord. De quand date votre première rencontre avec les enquêteurs du bureau du procureur? Vous allez peut-être me rabrouer avec la question des dates, mais dès qu'ils m'ont appelé, moi, je suis disponible et je les ai reçus dans au moins 3 ou 4 hôtels à Abidjan pour les auditions. Depuis Dakar, j'arrivais à Abidjan à leur appel. Moi-même, j'ai payé mon billet d'avion retour qui faisait près de 600 à 800 000 à chaque appel, de ma propre poche. Je vais vous aider. Nous avons au dossier une première rencontre qui date du 10 août 2011. 10 août 2011. Vous en souvenez? Même si je ne m'en souviens pas, c'est exact, il ne peut pas mentir. Là où on s'est rencontrés. D'accord. Ma question, à ce moment-là, 10 août 2011, c'est donc très peu de temps après la fin, enfin en tout cas
après la prise de la résidence présidentielle, qui a eu lieu en avril, si vous vous souvenez, en avril 2011. Donc à ce moment-là, le 10 août 2011, ou à cette période, y avait-il encore des affrontements entre, disons, les anciens rebelles devenus FAFN et les populations? Ce que nous savions avec précision, c'est ces commandos invisibles dont on ne connaît pas le volume. Pour répondre donc, il y avait encore des attaques sporadiques à Abidjan, qui sont déplacées d'Aboboga à Koumassi, que vous connaissez bien. D'accord. Alors, ensuite, nous avons au dossier une deuxième rencontre avec les enquêteurs du bureau du procureur qui s'est déroulée au début d'octobre 2011. Alors, ma question, aussi bien pour août 2011 que pour octobre 2011, qui vous a mis en contact avec le bureau du procureur? Pas de mise en contact directe, mais j'avais reçu un appel de monsieur le Premier ministre Soro Guillaume. C'est un appel, c'est lui ou c'est pas lui, je n'en sais rien, mais qui m'a dit que les enquêteurs du bureau du procureur se rendraient à Abidjan et qu'on s'était disponible pour les enquêtes. J'ai répondu à vos ordres. Mais nous avons rencontré le Premier ministre et moi plusieurs fois, on n'en a jamais parlé. Donc, est-ce lui ou pas? Mais en tout cas, j'ai eu cet appel-là. Et ensuite, je le confirme, puisque eux et moi, on s'est donc croisés. Donc, le plus important, c'est qu'on s'est croisés. On a commencé à travailler. D'accord. Alors, vous avez même dit, lors de l'un de vos entretiens avec les enquêteurs, dans votre déclaration, référence CIV OTP 0016 04 49, page 469, ligne 706. 707 plutôt. 707. Et vous dites, et je cite, personne entendu, c'est-à-dire vous, puisque, avant qu'il n'arrive, le Premier ministre Soro m'avait appelé, enquêteur, oui, personne entendu, pour me dire, et vous le citez, bon, papa, incompréhensible, papa, on a des amis qui vont venir, prêtez-vous à leurs questions. Fin de la citation des propos que vous prêtez à Guillaume Soro et fin de ma citation à moi. Donc il vous a dit, on a des amis qui vont venir. Comment avez-vous compris ce terme-là, des amis qui vont venir? Est-ce que vous vous êtes dit, il faut que... Enfin, c'est un ordre, je ne peux pas échapper à cela? Très respectueusement, il m'a dit des éléments à ces pays pour venir à Abidjan. Le mot papa, oui, mais est-ce que ça vaut la peine que j'en parle ici? Si vous voulez, j'en parle ici, j'ai l'autorisation de dire pourquoi il m'a appelé papa. Allez-y. Oui, M. Soro Guillaume et moi, plus le ministre Blé Goudé ici présent, nous sommes des vieilles relations, de vieilles connaissances. À un moment donné de leur histoire, des jeunes étudiants en difficulté avec le pouvoir d'alors, quelques personnes de bonne volonté et moi-même leur avions accordé gîte et le couvert. Monsieur le ministre est ici présent. C'est pour cela qu'on a cette familiarité. Et le Premier ministre Soro Guillaume, à chaque occasion, il le dit publiquement. Ça me gêne, mais il le dit publiquement que le général, à un moment donné, m'a aidé, m'a protégé avec mon frère Blé Goudé. D'accord.